Bonjour, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un webinaire ce soir. Nous allons parler tous ensemble des stages d'alimentation et surtout du déroulement de ces stages. Voilà, comme ça vous saurez tout ce qui se passe chez nous à Graz, à notre centre thérapeutique. Nous allons encore attendre parce que je vois que tout le monde est en train d'arriver. On va attendre encore 1 ou 2 minutes jusqu'à ce que les gens aient le temps d'être là. Ah ben je vois que Laura, vous êtes déjà arrivée, c'est très bien. Donc du coup, vous allez pouvoir suivre tout le webinaire en entier. D'accord. Ah, il y a déjà une question qui est arrivée. Claire. Bonsoir. Ah ben bonsoir Claire. Bonsoir. Nous allons, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc, nous allons voir un tout petit film de 2 minutes et demie sur les stages à Graz. Pendant ce temps-là, vous pouvez déjà m'envoyer toutes les questions que vous vous posez, les thèmes comme ça, ce dont vous aimeriez qu'on parle, ce qui vous intéresse. Et puis, dès que le film est fini, il dure 2 minutes 50 à peu près. Dès que le film est fini, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. D'accord? Alors, je vous présente aussi mes deux collègues qui vont m'accompagner. Donc, il y a Mélanie qui est là et Sabine. Donc, Bonsoir. ils seront là pour m'aider pour tout ce qui est technique et pour si vous avez des questions aussi d'ordre plus médical, etc. J'ai le plaisir d'avoir docteur Sabine Marinchek qui sera là, qui répondra en même temps. Voilà. Et Mélanie qui sera là pour tout ce qui est la partie technique. Donc, je remercie mes deux collègues de m'accompagner ce soir. OK? On peut lancer le petit film? D'accord, merci. Ce qu'il faut savoir sur les stages d'alimentation NoTube. Des stages intensifs de 2 semaines ont lieu plusieurs fois par an dans notre centre ambulatoire NoTube à Graz. Dans ces stages d'alimentation qui accueillent jusqu'à 10 familles, nous soignons les enfants selon le modèle de Graz. Ce concept a été développé il y a plus de 30 ans par les fondateurs de NoTube et représente une innovation dans le traitement de la dépendance à la sonde et des troubles précoces de l'oralité. Nous avons déjà accompagné des milliers d'enfants afin qu'ils apprennent à manger. Le taux de réussite de plus de 90% de notre méthode a été scientifiquement prouvé dans le cadre de plusieurs études. Dans l'environnement sécurisant, convivial et polyvalent de notre stage d'alimentation, votre enfant est accompagné de manière ludique et sans contrainte, afin d'apprendre à manger selon son propre rythme. Chaque enfant est unique et a ses propres besoins, préférences et capacités. Nous en tenons compte et élaborons un programme de prise en charge personnalisé et modulable pour votre enfant. Tous les repas sont pris en commun lors de 3 pique-niques ludiques par jour, bien entendu également en présence de notre équipe. Cela permet à votre enfant de découvrir différentes possibilités d'imiter et d'entrer en interaction ludique avec l'alimentation. Votre enfant et vous bénéficiez de groupes thérapeutiques, de séances individuelles de coaching et d'un encadrement parfaitement contrôlé pour aborder dans de nouveaux contextes la thématique du développement alimentaire et de la nutrition. La sécurité est notre priorité absolue. Des consultations pédiatriques quotidiennes et une étroite collaboration avec d'autres spécialistes garantissent un accompagnement médical optimal pour votre enfant. Apprendre à manger représente un véritable challenge, y compris pour les parents et tous les référents de l'enfant. Nous vous accompagnons sur cette voie et sommes toujours à l'écoute de vos préoccupations, questions et contraintes. 1 semaine avant le début du stage, nous commençons la prise en charge via notre propre plateforme en ligne. Votre enfant et vous pouvez ainsi vous préparer de manière idéale au début du programme. Même après le stage d'alimentation, nous continuons à vous accompagner pendant plusieurs semaines via notre plateforme en ligne. Cela permet un retour en douceur dans votre environnement familier et votre quotidien chez vous. Chez nous, l'ensemble de la famille est associé à la prise en charge. Chacun des membres de la famille peut contribuer à la réussite de l'enfant. Bien que nous ayons plusieurs dizaines d'années d'expérience et que nous ayons réussi à soigner des milliers d'enfants, vous êtes également en tant que parent qualifié pour accompagner au mieux votre enfant dans son apprentissage de l'alimentation. Nous vous aidons à assister votre enfant dans son développement alimentaire. NoTube, pour que votre enfant apprenne à manger. Donc j'ai déjà
J'ai déjà reçu quelques questions entre-temps, donc vous pouvez continuer à m'envoyer vos questions sur la petite rubrique en bas F et A, donc c'est en allemand. Donc pour vous, ça doit être questions et réponses. Vous avez deux petits symboles et donc continuez à m'envoyer vos réponses. Donc on me demande comment se passe une journée type au stage. Donc, le première journée, c'est la journée, ce que nous on appelle la route diagnostique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs stations et les familles vont dans chaque station. Donc, la première station, c'est l'équipe médicale et donc il y a le médecin et Sabine, justement, qui est dans cette pièce. Et donc, il va vous recevoir et vous allez parler de tout ce qui est au niveau de l'alimentation entérale pour les enfants qui ont une sonde et, pour les autres, du cas de votre enfant, la situation médicale va être éclaircie, l'enfant va être examiné aussi le premier jour. Et donc, vous pouvez poser toutes vos questions d'ordre médical et ce qui se rapporte au niveau autour de l'alimentation. Dans la deuxième pièce, il y a Eva et Kessie, donc qui est Eva, notre kinésithérapeute, et Kessie, qui est notre ergothérapeute. Et donc là, ce sera toutes les questions d'ordre thérapeutique. Quelle position, avec quoi nourrir l'enfant, comment le tenir, les exercices qu'on peut faire la journée. Enfin, vous aurez tout ce qui est au niveau thérapeutique, donc qui sera éclairci dans cette pièce avec Eva et Kessie. Dans la troisième pièce, ce sera Mélanie, la collègue que vous avez vue juste avant, qui est là avec Caroline. Donc, Mélanie est psychothérapeute, Caroline est psychologue clinicienne de santé. Et donc là, ce sera tout ce qui est d'ordre psychologique, accompagnement des parents, l'accompagnement de l'enfant, les interactions, etc. Tout ça, ce sera avec Mélanie et Caroline. Et moi, je suis dans la grande pièce et je m'occupe de tout ce qui est question d'organisation. C'est-à-dire, on vérifie ensemble votre adresse, les numéros de téléphone, s'il y a des allergies pour qu'on adapte bien les repas, si vous avez besoin d'un ticket de parking, voilà, tout ce qui est au niveau de l'organisation, ce sera fait donc avec moi. Voilà, et donc vous allez de pièce en pièce, vous visitez le centre, vous vous acclimatez, vous accommodez. Voilà. Il y aura quand même 2 pique-niques ludiques ce jour-là, le midi et le soir. On va commencer, nous, à observer les enfants. Est-ce qu'ils vont déjà vers certains aliments? Certains essayent de prendre la fuite déjà dès les premiers jours. Et donc, voilà, on essaye de voir ensemble ce qui est le mieux et on fait le point tous ensemble. Du mardi au jeudi, du mardi de la première semaine au jeudi de la deuxième semaine, les journées sont à peu près toutes pareilles, c'est-à-dire que la journée commence à 9h par un pique-nique ludique, donc famille, enfants, les parents, on mange tous ensemble. D'accord. Ensuite, à partir de 10h, il y a la visite médicale qui commence. Et en parallèle de ça, de 10h30 à 11h30, il y a 2 groupes. Il y a un groupe parents-enfants et un groupe parents. Dans le groupe parents, vous êtes accompagné par une psychologue, clinicienne de santé ou une thérapeute, comme Eva et Kessie, par exemple. Et donc, ça sera des thèmes autour de la sensorialité, l'évolution alimentaire de l'enfant. Enfin, voilà, ce sera un groupe de parole aussi. Donc ça se passera au groupe des parents. Et groupe parents-enfants, mais c'est là où l'enfant il pourra faire beaucoup d'exploration sensorielle. Découverte corporelle aussi. On va faire beaucoup de jeux autour de l'alimentation, on va toucher beaucoup de nourritures différentes. Voilà, il y aura beaucoup d'activités autour de l'alimentation. Le midi, vous aurez un pique-nique ludique de nouveau. Ensuite, tout le monde rentre faire une sieste ou une petite promenade. Voilà, vous avez tous une pause de 1h à 15h30 environ. Et puis l'après-midi, c'est pareil. Il y a 2 groupes en parallèle. Un groupe parents-enfants en parallèle d'un groupe parents. Et puis le soir, il y a un pique-nique ludique de nouveau. Donc après, il y a des séances individuelles qui peuvent, en cas de besoin, donc rajouter ou en cas de demande si vous avez besoin ou si l'équipe estime qu'une séance individuelle serait nécessaire. Donc ça sera rajouté. Et puis, tout ça, ça se passe toujours donc avec l'équipe, en communication avec vous et les objectifs sont adaptés d'une journée à l'autre.
Voilà, ça c'est pour le déroulement d'une journée type. Je crois qu'il y a des questions qui arrivent. Alors, ma fille n'a jamais accepté un morceau. Elle est née avec une laryngomalacie, un défaut de coordination, succion, déglutition. Comment évitez-vous les fausses routes? Alors, avant de commencer un stage, il y a ce qu'on appelle un prédiagnostic. Donc ça, c'est un passage très, très important. C'est-à-dire que pendant ce moment-là, les médecins vont étudier le dossier de votre fille et voir justement est-ce qu'il y a un problème vraiment sérieux au niveau de la déglutition. On va voir, est-ce que vous me mettez qu'elle n'a pas accepté un morceau? Alors, qu'est-ce qu'elle mange actuellement? Si vous pouviez juste m'écrire, Claire. Est-ce que votre fille mange des bouillies actuellement? Est-ce qu'elle boit des biberons? Comment ça se passe actuellement? Si l'enfant peut déglutir, par exemple, des liquides, et on voit des fois les parents ils disent mais l'enfant il ne mange pas de morceaux, mais il boit beaucoup de lait ou d'eau, donc il n'a pas de problème de vraie déglutition. Il aura plutôt un problème de consistance, d'accord, pour passer au morceau. Donc ça, c'est autre chose. Si vous dites un défaut de coordination, succion, déglutition, est-ce que vous pourriez me dire ce qu'elle mange actuellement, Claire? Ça m'aiderait beaucoup pour répondre à votre question. Est-ce que votre fille... Alors, attendez, je vais le marquer là. Où mange votre fille actuellement? Est-ce que votre fille a une sonde? Est-ce que votre fille... voilà, comment est-ce qu'elle est alimentée? Ça m'aiderait beaucoup pour adapter ma réponse. Pour savoir si c'est un problème de déglutition et donc elle ne peut rien manger du tout, ou si c'est juste un problème de consistance ou un problème d'intégration sensorielle. Certains enfants vomissent dès qu'il y a des tout petits morceaux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent manger que lisse et ils ne peuvent pas manger dès qu'il y a un tout petit morceau. Donc ça, c'est pas un problème de déglutition, mais c'est plutôt un problème de sensorialité et d'intégration sensorielle. Et ça peut se travailler. Bouchra, oui, donc on s'était vu l'année dernière. Vous disiez que votre enfant, il avait une PEG. Donc, je vais vous répondre là. Bonsoir, Bouchra. Vous m'aviez dit que votre enfant avait maintenant une sonde de gastrostomie. Est-ce que c'est une sonde temporaire ou est-ce que c'est une sonde que les médecins disent qu'elle pourrait être enlevée? Est-ce que votre enfant a le droit de s'alimenter par la bouche? Donc ça serait bien. Si vous pouviez me dire ça. N'hésitez pas à me mettre un peu plus de renseignements quand vous me mettez vos questions. Comme ça me permet de répondre de façon un petit peu plus précise. Alors, Sabine, tu peux répondre aussi s'il y a des choses qui te viennent. S'alimenter par la gauche. Nous avons déjà une réponse du Claire. La fille, elle mange la purée très lisse et du yaourt. Alors... Ah oui, je vois tout en bas. Oui, donc votre fille n'a pas de problème de déglutition. Elle n'a pas de sonde, c'est ça, Claire? N'a jamais bu de lait correctement. Alors, il faut savoir que la déglutition de liquide, ce qui est de plus difficile pour un enfant, parce que ça passe très vite donc dans la gorge, pour la déglutition. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus difficile et c'est là où il y a le plus de fausses routes. C'est pas où il y a les aliments solides le plus de fausses routes, mais c'est pour les aliments liquides. Par contre, si votre fille mange de la purée très lisse et du yaourt en quantité suffisante pour s'alimenter, c'est qu'elle peut déglutir. Et après, il faut l'aider à passer donc de cette alimentation très très lisse, yaourt, au morceau. Est-ce que votre fille a une sonde, Claire?
Est-ce qu'elle mange de la purée très lisse et du yaourt? Est-ce que votre fille Oui, elle a une gastrostomie. OK. D'accord. D'accord, oui. Donc, on la complète. Elle ne mange pas assez, donc on la complète par la sonde. D'accord. Donc, chez votre fille, ce serait un sevrage donc de la sonde. Pour l'aider, je pense qu'il faudrait le faire en 2 temps. D'accord? Donc, il faudrait tout d'abord l'aider à manger suffisamment pour pouvoir se passer de la sonde. Et ensuite, on pourrait l'aider à passer d'une alimentation plus lisse à une alimentation qui est un petit peu plus consistante. Alors, c'est rare que les enfants passent de tout lisse à vraiment que solide. Donc, souvent, ça va être un petit peu plus grumeleux, puis les morceaux vont être voilà, un peu plus importants. Mais je pense qu'il faudra faire le sevrage en 2 temps. Déjà, le sevrage, tu me corriges, hein, Sabine, si, où tu peux évidemment compléter mes réponses. Mais je pense qu'il faudrait le faire en 2 temps, le sevrage, c'est ça, hein? Tout d'abord, qu'elle mange suffisamment par la bouche et ensuite l'aider à passer, à des morceaux. D'accord. Donc, Jérôme, ah bah bonsoir Jérôme. Nous ne savons pas comment faire le diagnostic et on voudrait savoir aussi pour le logement. D'accord. Alors, le pré-diagnostic, en fait, quand vous vous rendez sur notre site internet, notube.com, www.notube.com, vous verrez en haut, vous pourrez vous enregistrer. D'accord? Donc, vous créez un dossier, on va dire, ou un compte au nom de votre enfant. D'accord? Alors, la première étape, je vais peut-être trop vite. Première étape, c'est vous entrez votre adresse mail. Vous allez recevoir un mail pour confirmer votre adresse mail. Pensez s'il vous plaît à regarder vos spams, vos courriers indésirables, les junk mails, ça s'appelle des fois, parce que des fois, il est possible que le mail du système arrive là-dedans et donc vous ne pouvez pas confirmer votre adresse mail. Donc, c'est déjà là le tout premier petit souci. Et une fois que ça, c'est fait, et ben vous pouvez procéder au pré-diagnostic. Alors, ce qui se passe, il est actuellement gratuit, le pré-diagnostic. Donc, vous n'avez pas besoin de payer les 120 euros. Ça n'a pas été encore changé dans le système, mais ça, je peux vous le confirmer ce soir. Donc, envoyez-moi à ce moment-là un mail pour me dire, Valérie, aïe, notre adresse mail est confirmée. Et moi, j'active votre accès gratuit donc au pré-diagnostic et vous pouvez à ce moment-là télécharger les pièces demandées. C'est-à-dire, vous avez un questionnaire médical à répondre, à remplir. Il y a pas mal de questions à répondre. Ensuite, on va vous demander de télécharger une petite vidéo quand votre enfant il boit, justement, une quand il mange et une quand il joue. Vous pouvez la faire avec votre portable et la télécharger directement avec votre portable. Et puis, on va vous demander aussi de télécharger le bilan médical le plus récent de votre enfant. D'accord? Pour qu'on voit voilà, où il en est et comment va votre enfant. Et donc, nos médecins étudient tout ça d'ailleurs avec Sabine, hein, qui est là présente ce soir avec moi. Et soit la situation est très claire, donc ils vont vous dire oui ou non. D'accord? Parce qu'il y a aussi des critères d'exclusion au stage. Ou ils vont vous demander des fois des renseignements complémentaires. C'est-à-dire que c'est possible qu'ils disent nous aurions besoin de plus de renseignements. Si par exemple votre enfant a une maladie rénale, nous aurions besoin de renseignements complémentaires du néphrologue. Ou si l'enfant a un problème cardiaque, nous aurons besoin de renseignements supplémentaires du cardiologue. D'accord? Donc, suivant la situation médicale de votre enfant, il est possible des fois qu'on vous demande des situations, des petits renseignements complémentaires. Voilà. Donc, dites-moi, Jérôme, si j'ai répondu à votre question. Et je voulais savoir que Chloé ne mange qu'un petit suisse et rien d'autre, mais porte tout à la bouche. Alors, si l'enfant est encore sondé, d'accord, il est possible que l'enfant ne puisse pas mettre plus à la bouche puisqu'il est déjà alimenté. Et c'est là où c'est très, très important d'être accompagné par une équipe qui est expérimentée
parce que cette équipe, elle va veiller à la situation médicale de l'enfant, à ce que l'enfant ait un apport hydrique assez important, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'hydratation de l'enfant, il faut faire attention à son apport calorique, à sa situation générale, est-ce qu'il se sent bien ou non. Certains enfants deviennent constipés, donc il faut aussi surveiller tout ce qui est digestif, etc. Et donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'une équipe qui a l'habitude de faire ça, qui est très expérimentée. Et puis aussi, les parents ont souvent énormément de questions pendant le sevrage de la sonde, c'est-à-dire, mon enfant a une dent qui perce, par exemple, pour les bébés, il mange moins, il a des douleurs, il mange moins, comment je fais? Mon enfant est tombé malade, il a une petite fièvre, qu'est-ce qui se passe pendant le sevrage? Et c'est là que c'est vraiment, vraiment important d'avoir justement une équipe très expérimentée à côté de vous qui va vous accompagner quotidiennement. Nous, notre suivi est vraiment quotidien. C'est-à-dire que même quand vous faites un stage d'alimentation donc à Graz, vous venez là pendant 2 semaines, donc par exemple, votre pré-diagnostic est terminé. Sabine et les professeurs étudient toutes les pièces du dossier et disent oui, ils vous donnent un avis favorable. À ce moment-là, vous pouvez aller de nouveau dans votre compte. Vous recevez un message comme quoi c'est OK, tout est bon, c'est validé. Vous allez dans votre compte et vous réservez votre date de stage. D'accord? Et c'est là où nous, on reprend contact et où je vous envoie justement la liste des appartements, où je réponds à vos questions jusqu'au début du stage. Et au moment où le stage, donc une semaine avant le premier jour de stage, votre ticket s'ouvre et c'est là où vous allez déjà aussi avoir contact avec toute l'équipe. Elles vont vous répondre à beaucoup de questions et elles vont vous poser aussi d'autres questions. Donc, il va y avoir un échange la première semaine déjà, avant le stage. Et puis, vous venez là pendant 2 semaines, vous allez être suivi de façon assez intensive. D'accord? Et quand vous rentrez à la maison, eh bien, soit vous êtes suivi, soit votre enfant n'a plus d'alimentation entérale, par exemple, pour un enfant qui a une sonde, et vous êtes suivi encore 35 jours ensuite, après la dernière prise d'alimentation entérale. Si votre enfant a une alimentation entérale et qu'on lui a laissé un petit peu encore d'alimentation entérale pour que vous puissiez faire le voyage retour, ou parce que votre enfant en a tout simplement encore un petit peu besoin, il a besoin d'un petit peu de temps, eh bien, on continue, on vous laisse rentrer à la maison tranquillement et on continue le sevrage à la maison, puis 35 jours de suivi derrière. Comment faites-vous avec les enfants qui disent clairement qu'ils ne veulent pas manger et préfèrent être branchés? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance à la sonde, très clairement. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, avec le temps, ils grandissent tout simplement avec leur sonde. Et pardon. Et donc pour eux, manger, je ne sais pas quel âge a votre enfant, Laura, si vous pouviez me le préciser, ce serait bien. Si vous pouvez juste me dire quel est l'âge de votre enfant. Et à 5 ans, merci. Donc votre fille, si elle a la sonde depuis, je ne sais pas si elle l'a depuis sa naissance ou là depuis quelques années, l'enfant il grandit avec et il apprend que manger, eh ben lui c'est pas là, lui c'est là, d'accord? Donc il lève son t-shirt quand il a faim, il dit voilà, on va être branché. Et ces enfants-là, ils grandissent avec, et cette sonde, elle fait partie d'eux. Et donc, il y a beaucoup de craintes et de peurs qui s'installent quand on leur dit, on va enlever la sonde. D'accord? C'est comme si on leur enlève une petite partie d'eux. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est très important, surtout pour les grands enfants. J'aime beaucoup les avoir ici parce qu'ils profitent énormément des groupes, justement, qu'on fait le matin et l'après-midi avec tout ce qui est au niveau sensoriel et justement l'interaction avec les autres enfants, parce que tous les enfants qui viennent donc, ont des problèmes, des troubles de l'oralité. Et donc, ces enfants-là, ils doivent apprendre aussi que manger, ça peut aussi leur procurer du plaisir, que ça peut leur faire du bien, que quand ils ont faim, eh bien, manger par la bouche, c'est aussi
c'est comme ça que ça se passe en fait, et pas par la sonde. Et c'est ce qu'ils apprennent aussi quand qu'ils viennent en stage. Mais il faut y aller tout doucement et prendre en compte justement leurs craintes. Et c'est là où c'est très important d'être accompagné justement par les psychologues cliniciennes de santé. Donc, on a Caroline, Sabine qui sont là, et Mélanie qui est notre psychothérapeute. Et donc, elles sont très expérimentées justement pour accompagner les enfants qui ont exactement ce souci-là. Et il faut aussi se dire que des fois, ce sont des enfants qui commencent à manger en cachette parce qu'ils ont tellement l'habitude, en fait, de ne pas manger que manger pour eux, des fois, c'est très difficile de manger devant d'autres adultes pour eux. Et donc aussi, il faut accepter cette situation, que c'est un enfant peut-être qui va manger sous la table ou qui va aller se cacher. Et donc, voilà, on fait le point avec vous autour de cette situation. Et puis, là, c'est pour ça que l'accompagnement quotidien est important, parce que souvent, la situation est très difficile pour l'enfant, mais elle est aussi pour les parents. Et donc, il y a beaucoup de stress autour de ces situations alimentaires. Donc, je vois Claire qui nous demande, pendant le stage, est-ce que l'enfant est alimenté par la sonde ou pas du tout? Oui, bien sûr. Beaucoup de parents arrivent en pensant, nous enlevons la sonde le premier jour et l'enfant doit manger. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça, parce que l'apprentissage alimentaire met du temps. On n'apprend pas d'une heure à l'autre à manger. Et en plus, ici, nous, le bien-être de l'enfant est vraiment très important. C'est-à-dire que l'apport alimentaire l'apport de l'alimentation intégrale va être évalué jour après jour, donc avec Sabine et puis le pédiatre qui est présent. Donc ici, ça peut être soit la professeure Marguerite Dunitcher, notre professeur Ron Nischer, ou Madame Dr Kaltenbeck, d'accord. Donc on a 3 pédiatres qui font à tour de rôle le stage, et donc ça va être évalué au jour le jour, suivant l'évolution des apports alimentaires de l'enfant. Alors, il faut permettre par contre à l'enfant de ressentir cette sensation de faim. Ça, c'est vrai. Donc, on n'affame pas les enfants, hein. Il y a une grosse différence pour nous entre affamer un enfant, c'est-à-dire on lui donne rien à manger, ou réduire un petit peu de façon à ce que l'enfant puisse ressentir cette sensation de faim et qu'il se dise, oh, il se passe là quelque chose, qu'est-ce qui va m'aider à me sentir bien de nouveau? Et souvent, c'est en mangeant des petites choses, quand je mange ça, je me sens mieux. Donc, ça ne se passe pas ici, c'est-à-dire que l'enfant ne doit pas réfléchir, mais il doit le ressentir. Et ça met un petit peu de temps. Et c'est là où nous, on accompagne l'enfant et les parents aussi au quotidien. Aussi, quelque chose de très important, et les parents sont souvent très étonnés, parce que ici, en fait, l'enfant peut manger, surtout un enfant qui est en période de sevrage de la sonde, pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que vous avez de l'alimentation quand vous venez au stage, pratiquement tout le temps à votre disposition. C'est-à-dire que si l'enfant a mangé, même par exemple pendant qu'on est dans un groupe, parent-enfant, il a le droit de manger et de boire pendant le groupe. Il n'y a pas de tu dois attendre 1 heure, non. D'accord? Donc, on l'accompagne parce que souvent l'enfant, il mange des petites quantités pour commencer. Et donc, il mange des petites quantités plusieurs fois par jour, et des fois peut-être toutes les demi-heures, il va manger 2 cuillères de yaourt, et puis après il va dire non, j'en veux plus, et donc il va retourner jouer, et puis après il va remanger voilà, et puis donc de jour en jour il va augmenter ses quantités de yaourt, et du coup ça va espacer un peu les intervalles. Mais c'est pour ça qu'un accompagnement quotidien est vraiment très important. Voilà, donc est-ce que j'ai bien répondu à votre question? D'accord. Alors, Nourane, bonsoir, me demande qu'est-ce que je dois faire pour avoir un pré-diagnostic. Eh bien, je vous invite à m'écrire un mail à valérie.sulzer. Alors, est-ce que Sabine, tu peux envoyer mon adresse mail dans le chat comme ça, sinon Bien sûr. Merci beaucoup. Et dans le chat. Oui, dans le chat, comme ça, vous l'avez tous. Donc ça, c'est mon adresse mail. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail, d'accord? Et moi, le site web, c'est notube.com.
.com, voilà. Et donc, moi, merci. Tu as mis valérie.sulzer, mon adresse mail? D'accord, merci. Oui. Et donc, vous m'envoyez un petit mail et moi, je peux vous envoyer un lien, d'accord? Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez directement au bon endroit pour faire un prédiagnostic. Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez aussi directement aller sur notre site internet et écrire s'inscrire, d'accord? Et puis là, faire directement votre prédiagnostic. Mais pour que je puisse activer votre accès gratuit, il faudra que vous m'envoyiez un petit message, en fait. D'accord? Alors, quelles sont les conditions d'annulation si notre fille attrape un simple rhume, cela la fait vomir souvent, ce qui serait compromettant pour la réussite du stage? Pourrait-on reporter? Alors, vous recevez, quand vous vous inscrivez, il y a des conditions générales d'utilisation. D'accord? Ben de rien, Noran, avec plaisir. Vous avez des conditions générales d'utilisation, donc je vous invite vraiment à bien les lire et tout est très bien expliqué dedans, les délais que vous avez, etc. Nous avons aussi beaucoup d'enfants qui vomissent. Ça, les vomissements, on connaît très très bien. C'est d'ailleurs à peu près dans 50% des cas, hein, Sabine. Sabine a fait des études vraiment dessus. Elle a écrit des très bons papers d'ailleurs dessus, des recherches. Elle a fait des recherches sur tout ça, sur les effets secondaires de la sonde. Et je crois que c'est un enfant sur deux. Hein, on est à 50 ou 55% qui vomit. Et donc, on peut très bien gérer les vomissements pendant les sevrages et pendant les apprentissages alimentaires. C'est pas du tout un problème. Reporter, en fait, on n'a que 10 places maximum par stage. D'accord? Donc, reporter pour un simple rhume, ça me paraît un petit peu dommage. Après, il faudrait voir. Si c'est les vomissements qui vous font peur, on a des enfants qui vomissent des fois jusqu'à 10 fois par jour quand ils sont sous sonde. Et donc, on arrive très très bien à gérer la situation des vomissements et souvent, justement, rien qu'en adaptant l'alimentation. Alors, adapter l'alimentation entérale, ça ne veut pas dire seulement la diminuer. D'accord? Ça peut être, par exemple, la fractionner. Ça peut être la faire passer plus lentement. Ça peut être, des fois, elle est très enrichie, moins l'enrichir. Ça peut être plein de situations différentes. Et ça, c'est toujours la pédiatre qui parle de ça avec vous, avec justement Sabine, et qui adapte ça toujours en fonction donc de l'évolution de l'enfant. C'est pour ça que je dis vraiment que jour après jour, il y a cet accompagnement parce que des fois, justement, d'une journée à l'autre, l'enfant peut augmenter ses apports ou les diminuer parce qu'il a un petit rhume, parce qu'il vomit, parce qu'il a une percée dentaire, parce que voilà, il y a plein de raisons qui peuvent provoquer ces vomissements ou ces gènes. Et donc, c'est pour ça qu'on accompagne les parents vraiment jour après jour. Donc, les médecins... J'ai mis le link de ton étude? des conditions générales. Ah, des conditions générales. Merci beaucoup. Merci, Sabine. Et ben donc, vous pouvez aller tous voir sur les conditions générales. En général, les familles sont tellement contentes d'avoir une place qu'elles la donnent plus une fois qu'elles l'ont, parce que des fois, ça reporte après de 2 ou 3 mois. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que dès que le prédiagnostic est terminé, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à vous de réserver votre place. Pourquoi? Parce qu'on a des familles de France, de Belgique, de Suisse, de Luxembourg, et ça, c'est que pour les familles qui parlent français. Mais on a des familles qui viennent de Hollande, d'Allemagne, de partout dans le monde, en fait. Et donc, toutes ces familles-là veulent aussi avoir une place. Donc, dès que leur diagnostic est validé, elles vont très vite réserver une place. Et donc, si une famille, ça arrive des fois que l'enfant, il lui arrive quelque chose, on a même eu des fois des opérations qui sont arrivées, donc on les repousse, d'accord? Et ça, c'est bien. Mais regardez bien les conditions générales d'utilisation, comme ça vous avez tout, voilà, tout est dit dedans en fait. Alors, les médecins nous disent que notre fille n'a pas de sensation
est-ce possible? La première indication de la sonde était le fait qu'elle a complètement arrêté de boire ses biberons après l'arrêt de l'allaitement. Alors, bonsoir Elodie, merci beaucoup pour votre question. On a beaucoup d'enfants qui ont ces soucis, c'est-à-dire qu'ils sont allaités. Et puis ensuite, il y a les biberons ou des fois, il y a le passage à la diversification, ça dépend. Et l'enfant, des fois, il est tout simplement un petit peu dérouté par ce changement d'alimentation, il va moins manger. Et c'est là où on voit que suivant l'accompagnement aussi que la famille a à ce moment-là, il y a des médecins qui vont très vite poser des sondes et d'autres, ils vont dire, on va attendre, on va vous accompagner, etc. Et votre enfant, alors si je comprends bien, au départ, au début, était que allaité, c'est ça? Il a été alimenté, il n'a pas de sensation de faim. Alors, est-ce que votre enfant a une sonde actuellement? Ah oui, la première indication de la sonde était le fait qu'elle a complètement arrêté de boire ses biberons après l'arrêt de l'allaitement. D'accord. Donc là, ça serait intéressant pour moi de savoir, est-ce que votre fille mange allaitement exclusif puis gastrostomie? D'accord, merci beaucoup. Est-ce que votre enfant mange actuellement quelque chose? Est-ce qu'elle elle prend des petites choses par la bouche? Par exemple, est-ce qu'elle prend des petits biscuits apéritifs ou des petits gâteaux pour enfants, des boudoirs? Ou est-ce que vous pouvez me dire si elle, à côté de sa gastrostomie, déjà quel âge a votre enfant? Et puis me dire si elle met des petites choses alimentaires par la bouche. Parce que souvent on me dit, elle met tout dans la bouche sauf ce qu'il y a à manger. Elle met ses jouets en plastique. Alors, elle boit de l'eau et ne mange rien de solide. D'accord. Donc, si elle boit de l'eau, déjà, ça me rassure sur le fait que votre fille peut bien déglutir. Elle n'a pas de problème de déglutition apparemment. Elle boit quelle quantité d'eau? C'est une gorgée ou elle peut boire sur une journée 100, 200, 300 millilitres? D'accord, donc je vais attendre un petit peu la réponse. En fait, si on sait que l'enfant boit de l'eau, donc, alors je ne parle pas d'une gorgée, mais vraiment, si l'enfant, il peut boire 200, 300 millilitres, bien déglutir, sans tousser, sans faire de fausses routes, et que tout se passe bien, on sait déjà que ce n'est pas un problème de déglutition. D'accord? Vous me dites qu'elle ne mange rien de solide. Alors, elle a 3 ans, syndrome de Silver-Russell, diagnostic cliniquement. D'accord. Elle peut boire plus de 100 millilitres sur une journée sans problème. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, Silver-Russell, là, Sabine pourrait vous dire déjà combien on en a eu. Il y en avait déjà au dernier stage, une petite fille. Nous avons régulièrement des enfants qui ont ce syndrome de Silver-Russell. On les connaît très bien. On les accompagne aussi très bien, d'ailleurs, pendant les stages, justement, parce qu'on connaît bien uniquement de l'eau, mais elle refuse tout autre liquide qui n'est pas de l'eau. D'accord. Mais il ne faut pas oublier que votre fille est sondée, donc alimentée. Donc, actuellement, il n'y a pas non plus le besoin votre fille n'a pas le besoin actuellement d'être alimentée par autre chose. Et c'est pour ça qu'il faudra sûrement, Elodie, qu'on voit ensemble c'est ce qui se passe pendant le prédiagnostic, hein, aussi, parce que vous indiquez aussi ce que l'enfant il mange, quel lait il a, etc., etc. Et donc, on verra tout ça ensemble. Et pendant le stage, c'est là où on aide l'enfant justement à accepter d'autres aliments. Est-ce que, à part ce qui est liquide, est-ce qu'elle mange ou suçote des choses? Par exemple, de la compote ou un petit biscuit ou des petites choses comme ça? Alors, attendez. Émotion. Ah, elle peut manger quelques cuillères de purée très très lisse, mais aucun morceau, sinon réflexe nauséeux. D'accord. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le réflexe nauséeux peut venir de plusieurs, peut avoir plusieurs raisons. Ça peut être parce que votre fille est alimentée par la sonde et donc ça peut être un trop-plein ou ça peut être aussi un problème de consistance. C'est-à-dire que la purée est très, très, très lisse. Il n'y a aucun morceau. Ça a déjà plus de consistance que du liquide, mais il n'y a absolument aucun morceau dedans. Et donc, nous, on va l'aider ensuite à passer à une alimentation déjà suffisante pour se passer de la sonde.
Et ensuite, dans un deuxième temps, on peut la faire évoluer sur les consistances. Certains enfants, parfois, le font pendant le sevrage. C'est-à-dire que pendant le sevrage, comme ils sont moins sondés par la sonde, moins alimentés par la sonde, pardon, ça leur ouvre d'autres possibilités tout simplement pour essayer d'autres choses. Mais si votre fille a, par exemple, des petits soucis au niveau de l'intégration sensorielle, donc ça, on pourrait voir ça, par exemple, dans un entretien individuel aussi. Si votre fille a des petits soucis de ce niveau-là, ça se travaille justement aussi très bien. Et donc, ça aide l'enfant aussi à passer tout doucement donc à d'autres alimentations sans avoir ce réflexe nauséeux. Et ça, c'est justement ce qu'on fait aussi dans le stage. Il y a une famille qui est venue, par exemple, 2 fois ou 3 fois. Enfin, la première fois pour être sevré de la sonde, d'accord? Donc, l'enfant est passé de la sonde au biberon. Puis, il a grandi, donc ils sont venus pour passer du liquide à la purée sans morceaux. Et 3 fois, ils sont venus. Et ensuite, ils sont venus pour faire... Et une famille française, en plus. Mon petit Clovis. Et ensuite, ils sont venus pour passer justement au morceau. Mais donc, ça peut très, très bien... Elle accepte de goûter à tout ce que nous lui proposons, mais n'avale pas. Elle adore le saucisson, par exemple. Donc, tout ça, ça pourrait rejoindre le tableau, justement, des troubles sensoriels. On a des enfants qui aiment les goûts très forts. Vous voyez, comme le saucisson, ça peut être les cornichons, ça peut être des fois, quand on fait une salade, ils vont boire presque le vinaigre et l'huile. Vous voyez, des goûts très, très forts, très prononcés. Et si vous dites, elle le suce pendant de longues minutes et le recrache, oui, c'est parce qu'elle est aussi alimentée et elle recrache les morceaux, c'est juste parce qu'il lui manque justement cette expérience. Ce qui est important actuellement, c'est de la laisser recracher en orthophonie pour l'oralité depuis le début, mais très peu de choses fonctionnent. Oui. En fait, ce qui est important, c'est que vous ayez une prise en charge globale. C'est-à-dire, il faut, en même temps que la prise en charge de tout ce qui est oral, l'oralité, c'est bien, hein, mais vous avez besoin d'un médecin à côté qui vous accompagne pour être sûr que votre enfant soit suffisamment hydraté, suffisamment nourri, voilà, qui s'occupe de sa digestion, est-ce qu'elle a de la constipation, est-ce qu'elle a des diarrhées, voilà, quelqu'un qui s'occupe de tous ces paramètres médicaux à côté, d'accord, quotidiennement, pareil, comme je disais tout à l'heure. À côté de ça, vous avez une thérapeute donc, qui vous accompagne au niveau de l'oralité, qui vous accompagne aussi au niveau... Alors, la bouche n'est pas une zone isolée, d'accord? Donc, on travaille aussi sur tout le corps, d'accord? Quels sont ses ressentis au niveau de sa peau, par exemple? Est-ce qu'elle supporte d'avoir de la compote ou de la purée sur les mains? Est-ce qu'elle le touche? Est-ce qu'elle supporte d'en avoir là autour de la bouche? Donc, tout ça, c'est des impressions sensorielles qu'on voit tout de suite quand on fait connaissance avec l'enfant, avec la famille. Est-ce qu'elle se laisse brosser les dents? On a beaucoup d'enfants, par exemple, qui, dès que la brosse à dents arrive dans la bouche, pareil, ils ont un haut le cœur. Donc, voilà, on regarde en fait où se situe le réflexe nauséeux et comment on va aider l'enfant à le diminuer et à travailler là-dessus. Et puis, à côté de ça, vous avez aussi un accompagnement par, je disais tout à l'heure, Caroline, Sabine, Mélanie et les médecins aussi sur le plan psychologique, parce que il y a beaucoup de craintes qui sont tout à fait normales, donc qui surviennent au moment du sevrage. Et donc, vous avez un vrai accompagnement psychologique aussi pendant le stage. Alors, bonsoir Marie. Donc, notre fille a la sonde nasogastrique depuis la naissance. Elle mange de la purée lisse en très petite quantité. Nous n'osons pas lui donner plus à cause des réflexes de défense et de nausées. C'est un problème dans la prise en charge. Non, pas du tout. Puisque justement, c'est un petit peu presque la même chose que l'enfant d'Élodie. Hein. C'est souvent des enfants qui ont des problèmes justement de cette grosse quantité qui arrive par la sonde et donc ils doivent gérer ça. Plus
les réflexes de défense et de nausée, ils viennent parce que votre enfant, il est déjà alimenté et tout ce qui vient avec la cuillère ensuite, voilà, ça les remplit en plus et on disait tout à l'heure qu'à peu près un enfant sur deux qui a une sonde a un réflexe nauséeux, voire des vomissements. Et donc ça se travaille très très bien. Et on a beaucoup d'enfants qui viennent en stage et qui vomissent et qui repartent sans vomissement. Et les parents, souvent, ils sont très, très heureux. Et c'est vraiment quelque chose de bien pour nous aussi. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à me renvoyer votre question s'il y a quelque chose qui vous manque. Hein. Est-ce que les deux parents peuvent être présents au stage? Dormons-nous dans la même pièce que notre enfant? Alors, notre centre est un centre ambulatoire. C'est-à-dire que oui, les deux parents peuvent être présents au stage et c'est même souhaité. D'accord? C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux groupes en parallèle. Donc, un parent va au groupe des parents, un parent va aux parents-enfants, et puis on échange, hein, donc vous inquiétez pas, tout le monde va un coup là, un coup là, donc les échanges sont faits. Pour nous, on estime aussi très important que le papa et la maman apprennent en même temps à donner à manger à leur enfant, parce que la maman, tout simplement, peut aussi tomber malade, malheureusement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là si il n'y a personne pour prendre la relève? C'est compliqué. Et puis, comme ça, les deux sont impliqués au même moment dans l'apprentissage alimentaire de leur enfant. Et donc, vous vivez vraiment cette aventure en famille et pas un parent tout seul avec l'enfant. D'accord? Des fois, il y a des papas qui viennent tout seuls aussi, hein, ça arrive. Mais oui, nous souhaitons que les deux parents viennent et à chaque fois que c'est possible, nous sommes vraiment très heureux. Dormons-nous dans la même pièce que notre enfant? Eh bien, je dirais ça dépendra de l'appartement que vous choisissez puisque vous ne dormez pas dans notre centre, c'est un centre ambulatoire, vous venez à 9h, vous repartez le midi pour la pause et quand vous revenez l'après-midi, vous repartez à 18h le soir chez vous. Donc, vous avez un logement en dehors du centre et donc, vous pouvez choisir un logement. Vous pouvez dormir dans la même pièce que votre enfant ou voilà, c'est vous qui choisissez votre appartement. Dans le centre, vous n'êtes jamais séparé de votre enfant. C'est-à-dire que ni la visite médicale, ni le groupe, ni rien du tout ne se fera sans au moins la présence d'un parent pardon, avec l'enfant. D'accord? Donc ça aussi, des fois, il y a des craintes. Est-ce qu'il y a des soins qui vont être faits? Est-ce qu'il y a des choses? Non. Rien n'est fait sans la présence du parent. Donc, vous êtes toujours avec votre enfant. D'accord? Ok, donc ça, j'ai répondu. Est-il possible que l'enfant reparte du stage sans pouvoir rien manger? Alors, Sabine, je crois que ça nous est jamais arrivé encore. Que l'enfant ne mange rien du tout. Non, j'ai fait 60 stages, presque 60. Et à peu près à ça. Bon, ça, c'était pas. C'est encore jamais arrivé. Ce qui est possible, donc suivant l'âge de l'enfant, si par exemple votre enfant est âgé et a un gros volume par la sonde, il est possible que l'enfant reparte, par exemple, avec encore un volume dans la sonde et un volume qu'il mange oralement. D'accord? Qu'il ne soit pas complètement sevré. Ça, oui, c'est possible. Mais que l'enfant ne mange rien du tout, honnêtement, jusqu'à maintenant, ça nous est encore jamais arrivé. Et les enfants font tous vraiment des progrès. Et donc, certains sont sevrés pendant le stage. C'est pour ça aussi que je dis, on me demande aussi souvent à partir de quel âge vous prenez les enfants. On les prend tout petits. On a des enfants qui viennent déjà à partir de 6 mois. D'accord? Alors, le plus gros, ça va être entre 1 an et 5 ans. Et on a des enfants de 7 ans qui viennent aussi et de 8 ans, 9 ans, d'accord, et des bébés aussi. Mais c'est vrai que plus tôt vous venez, mieux c'est. Dès que c'est possible, venez s'il vous plaît. On croit toujours à l'enfant, il est plus grand, donc il va pouvoir penser, il va pouvoir réfléchir, ce sera plus facile. Non. La dépendance à la sonde, la dépendance mentale à la sonde s'installe. Et comme on voyait tout à l'heure, l'enfant, il dit « je veux pas être débranché ». D'accord? Donc, il y a une dépendance qui s'installe de plus en plus. Les vomissements, les enfants qui vomissent, ça, c'est aussi, voilà, des vomissements récurrents empêchent de manger. Même en tant que parent, vous le sentez bien, si vous êtes malade, une fois que vous devez vomir, vous ne pouvez pas manger. En plus, ces vomissements récurrents provoquent souvent un reflux qui est aussi très douloureux pour l'enfant.
Donc, c'est en fait, c'est que des inconvénients. Donc, dès que c'est possible, s'il vous plaît, venez le plus tôt possible, hein, pour éviter que les effets indésirables s'installent dans la durée. D'accord? Et puis, bah, plus l'enfant apprend tôt à manger, plus tôt il pourra développer ses capacités orales parce que, bah, il va découvrir cette zone. D'accord? La langue, c'est un muscle qui est vraiment très fort. D'accord? Et plus l'enfant il va manger, bah, plus cette langue va être stimulée, cette zone va être stimulée. L'enfant pourra brosser ses dents. On nous dit aussi souvent, mon enfant a commencé à mieux parler ou les bébés à babiller. Bah oui, parce que d'un seul coup, cette bouche, elle est plus là pour vomir, mais elle est là justement bah, pour manger, pour avoir d'autres sensations. Et donc, ça va. Donc, c'est important que l'enfant vienne le plus tôt possible, s'il vous plaît. Alors, je me permets de reposer la question. Le stage est-il possible si l'enfant a beaucoup de mal à interagir avec les autres enfants? Grande anxiété, mutisme. Oui, bien sûr. On a beaucoup de craintes et je vous remercie de reposer la question. Reposez vos questions tant qu'on essaie de répondre le plus vite possible. Euh, Nous avons aussi des parents, des fois d'enfants autistes qui viennent. On a beaucoup de syndromes différents, d'enfants porteurs, pardon, de syndromes différents qui viennent. Des enfants qui sont extrêmement sensibles, timides, grande anxiété, mutisme. Voilà, on a eu vraiment déjà vraiment tous les cas de figure. On a fait plus de 60 stages déjà, comme Sabine elle le disait. On s'occupe vraiment on a eu vraiment tous les syndromes, toutes les maladies possibles. Et oui, bien sûr, c'est possible. Et souvent, même, ça lui fait beaucoup de bien. Alors, est-ce que votre enfant est chez vous, à la maison, ou est-ce qu'il est en collectivité, Laura? Ce serait bien si vous pouviez me le préciser. Et souvent, l'enfant, en plus, se sent bien parce qu'il voit les enfants qui sont là ont le même problème que moi. C'est-à-dire que quand vous mettez l'enfant à la crèche ou dans un groupe tout à fait avec des enfants qui n'ont pas de soucis au niveau alimentaire, c'est là où l'enfant il va être en grand décalage. Quand vous venez chez nous, les enfants, ils ont tous un souci au niveau de l'alimentation. Et donc, souvent, ils disent, oh, bah, elle, c'est pareil, moi, c'est pareil. Et donc, il y a moins cette gêne au niveau du groupe. Et donc, souvent, ça les aide même beaucoup, justement, pour l'apprentissage alimentaire. Parce qu'ils voient, ah bah voilà, on me comprend ici, on sait ce que j'ai. Ça leur fait du bien d'être prise en charge justement bah, par des pédagogues, des psychologues, des pédiatres, etc., qui savent accompagner justement les enfants qui ont un trouble alimentaire et qui savent accompagner les enfants qui ont soit un syndrome génétique, soit une maladie grave, soit on a des fois des enfants qui sont tout simplement grands prématurés, qui n'ont pas eu de séquelles ensuite, mais qui n'ont pas pu passer à une alimentation alimentaire normale. On a aussi des enfants qu'on appelle picky eaters. Tous les enfants qu'on a n'ont pas des sondes. Hein. On a même de plus en plus de demandes d'enfants de parents dont les enfants ont des troubles alimentaires, justement au niveau de la consistance. Justement, l'enfant reste sur une purée lisse, voilà, sur plein de choses. Et donc, oui, les groupes leur font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et donc, non, elle est à l'école en grande section. Et elle ne parle pas aux autres enfants, seulement aux adultes. Et il n'y a aucun autre enfant. Oui, oui, mais vous verrez, je pense que ça sera différent ici pour elle d'être avec d'autres enfants qui auront donc le même souci le même souci, le même trouble alimentaire qu'elle. Et puis ils adorent nos groupes parents-enfants. En général, les enfants, même les frères et sœurs viennent aussi, et ils adorent ces groupes-là. Ça leur fait beaucoup de bien. Et en général, on a même des parents d'enfants autistes qui disent ils avaient très peur parce que l'enfant est dans une très grande routine, il ne parle pas aux autres et tout ça. Et en général, les enfants se sentent très, très bien assez vite et ça se passe très, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Ma fille a le syndrome Charge, elle est malvoyante et malentendante. Elle ne parle pas, mais elle comprend ce que l'on dit. Comment communiquez-vous? Alors, si elle comprend ce que l'on dit, eh bien, on va pouvoir lui parler, tout simplement, comprendre avec elle. Et il ne faut pas oublier que nous, alors ici, on a aussi des enfants de tous les pays.
D'accord? On a des enfants qui parlent français, des enfants qui parlent anglais, qui parlent allemand, mais qui parlent tchèque, qui parlent hollandais, qui parlent chinois, qui parlent... Voilà, on a des enfants qui viennent de partout. Et s'il y a bien une chose qu'on remarque, c'est que les enfants, ils comprennent souvent très, très bien ce qu'on veut leur faire ressentir. La communication, elle ne passe pas que par le langage, mais elle passe partout. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette grande montagne où on voit sous l'eau tout ce qui est la communication et en haut le... D'accord? Donc, ce qu'on dit, c'est une petite partie. Et en fait, tout le reste et l'accompagnement qu'on a avec les enfants, ça passe par le sourire, ça passe par les gestes, ça passe par des petits signaux, ça passe voilà par plein de choses. Et les enfants, alors, mais même s'ils se comprennent pas, ils jouent toujours ensemble. Et ça, on peut le voir à chaque fois. La dernière fois, on avait un petit garçon allemand et tchèque. Ils ont joué pendant les 2 semaines tout le temps ensemble et ils arrivaient à se comprendre. Et donc, malvoyante, est-ce qu'elle voit un petit peu? Ça serait ça au départ qu'il faudrait voir avec elle pour qu'elle puisse se sentir bien. D'accord? Qu'elle puisse se retrouver dans les pièces et dans l'espace. Mais comme je vous disais tout à l'heure, vous seriez toujours avec elle ou son papa. D'accord? Si elle comprend ce qu'on dit, ben, on va parler avec elle. Et donc, il n'y a pas de problème au niveau de la communication, parce que moi, je parle français, Sabine parle français. On a toujours un traducteur qui est là aussi, sinon pour traduire les groupes. Donc, vous avez toujours quelqu'un qui sera là pour parler français et aussi. Donc, est-ce que je réponds à votre question? Oui, juste pour votre information, nous avons eu déjà beaucoup d'enfants avec syndrome charge et notre thérapeutes sont formés pour s'occuper des enfants qui ont des problèmes de sang. Alors, Oui, c'est pas un merci. problème pour nous. Ouais, merci. Donc, elle voit, oui, mais de près seulement, merci. Ah, maman, c'est bien. OK, donc les 2 dernières. Voilà, avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Jérôme, je voulais savoir, car Chloé ne mange qu'un petit suisse et rien d'autre, mais pour tout par la bouche. Oui. Jérôme, on n'en avait pas. Ah, comment faites-vous pour prendre l'enfant quand nous n'avons pas de moyens de communication? Eh bien, c'est ce que je disais juste avant. Nous observons énormément l'enfant déjà pour essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire. Mais on a beaucoup d'enfants qui nous montrent des choses, d'accord? Et même un enfant, on a des enfants aussi des fois très lourdement handicapés, qui sont en fauteuil roulant ou voilà, on a vraiment toutes sortes d'enfants ici. Nous sommes formés aussi justement pour accompagner toute forme de handicap et toute forme d'enfant, parce que en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre enfant, il est avant tout justement un enfant. Donc c'est pour ça que dans les groupes parents-enfants, pour moi, le jeu, mon tout premier métier, c'est éducatrice des jeunes enfants. Donc le jeu a aussi beaucoup d'importance. C'est par le jeu que l'enfant va apprendre le mieux. Et puis, à votre fille a aussi le syndrome de charge. Oui, bah, comme disait Sabine, on en a très régulièrement. Et donc, on a l'habitude de s'occuper des enfants qui ont le syndrome de charge. Tous les syndromes dits rares, pour nous, ne sont pas rares parce que beaucoup d'enfants arrivent chez nous. Et donc, par le jeu, et on va énormément observer l'enfant. C'est-à-dire que quand on va lui proposer un aliment, ou une nouvelle consistance ou quelque chose, on va vraiment beaucoup l'observer et interagir avec lui. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent au niveau du non-verbal. Tout ne se passe pas, d'accord? OK, est-ce que je réponds à votre question, Jérôme? Sinon, n'hésitez pas à me réécrire une petite question en dessous. N'hésitez pas à me réécrire. Oui, merci. D'accord? Et je vous enverrai la liste des appartements, hein, c'est ce qui vous manquait. Les stages sont-ils possibles à tout moment de l'année ou y a-t-il des périodes de fermeture? Alors, nous proposons 10 stages par an. Vous voyez, là, lundi, il y a le dernier stage de l'année qui commence. Ensuite, nous sommes fermés jusqu'à fin janvier. Et donc, le fin janvier, il y a les prochains stages. Donc, il reste que quelques places. Si vous voulez venir au mois de janvier, par exemple, dépêchez-vous de faire le pré-diagnostic pour pouvoir vous inscrire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas nous qui réservons une place, mais vous qui pourrez le faire quand le pré-diagnostic sera terminé et validé. D'accord? Donc, vous pouvez vous inscrire. Après, une fois que le pré-diagnostic est terminé, il est valable 4 mois.
Mais si par exemple, là, il est terminé, que vous dites, ben, moi, je veux venir à un stage, mais je peux venir qu'au mois d'avril ou mai, c'est pas un problème. Vous réservez votre place pour le mois de mai et avant le stage, eh bien, on vous demandera de faire une petite actualisation si, et l'été, c'est possible aussi. Oui, tant qu'il y a des places, c'est possible. Mais je peux vous dire une chose, les stages d'été se remplissent très très vite aussi. Et donc, le mieux, c'est quand même, si vous avez la possibilité de venir plus tôt, et je vous en supplie, surtout si les enfants vomissent et ont des troubles de l'oralité et tout ça, venez le plus tôt possible. Déjà parce que nous, on sera très très heureux de vous accompagner le plus tôt possible. Et puis bah, chaque mois de gagner pour l'enfant, c'est bien dans son oralité. Est-ce que sa sœur peut venir? Alors, elle a quel âge, sa sœur, Jérôme? Alors oui, en général, les frères et sœurs peuvent venir d'un point de vue général. Des fois, ce qui se passe, c'est quand les enfants sont âgés 10 ans. D'accord, 10 ans, ça va encore. Ce qui se passe, c'est que des fois, les enfants s'ennuient. D'accord. Alors, les frères et sœurs qui ont de 1 an à 5, 6 ans, ils vont faire tous les groupes. 10 ans, elles peuvent aussi évidemment faire les groupes. Et souvent, je les adapte aussi un peu pour que voilà, qu'il y ait des choses qui soient un petit peu plus difficiles, etc. Mais en général, ils s'amusent bien aussi. Et puis, par contre, des fois, ce que je tiens à préciser, c'est qu'il est possible qu'un frère ou une sœur tombe malade, d'accord, pendant le stage. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'un des parents doit rester à l'appartement avec ce frère et cette sœur. Et ça, c'est souvent une situation aussi qui est assez difficile pour les parents, parce qu'ils veulent tous les deux venir au stage et profiter donc du stage. Mais à ce moment-là, ce n'est pas possible. Si un frère ou une sœur tombe malade, vous devez rester à l'appartement avec votre enfant. Et donc, voilà, je veux juste vous dire que ça peut arriver. Et je sais que c'est très difficile pour les parents. Et euh, donc voilà, souvent, ils disent, bon, ben, on préfère quand même mettre tout dans le stage et puis donc mettre tous nos efforts dans le stage et puis le frère ou la sœur va chez le grand-parent. Mais bon, on laisse en fait les parents eux-mêmes, c'est possible. Et si malheureusement ça devait arriver pendant le stage, ce qu'on ne souhaite pas, hein, évidemment, mais qu'elle tombe malade, voilà, il faudrait que vous restiez. Et donc, avant le début, Sabine a déjà posté quelque chose. Oui, il faut en fait tout payer avant le début du stage. Il est possible de le faire en plusieurs versements, d'accord? Un mois avant, il faut au moins que 2 tiers soient payés. D'accord. Et il est possible, si vous voulez étaler, de dire, OK, 2 semaines avant l'ouverture de votre compte, vous payez le dernier tiers. Mais il faut au moins qu'un mois avant, au moins que 2 tiers soient réglés. Mais voilà. Voilà. Et écoutez, je vois, il y a une question. Que se passe-t-il si l'enfant, au bout de quelques semaines, ne veut à nouveau plus s'alimenter? On veut faire un suivi après les 35 jours. Alors, en général, pendant le sevrage, il y a une maman qui avait résumé ça très très bien en disant, en fait, je suis venue avec ma boîte vide et vous l'avez remplie avec tellement d'astuces, de conseils, d'accompagnement et tout ça que maintenant, je sais quoi faire si mon enfant ne mange pas. Et c'est exactement ça ce qui se passera, Laura. C'est qu'actuellement, vous avez, en fait, avant le début du sevrage, on a plein de questions et plein de peurs et plein d'angoisses. Et vous verrez que pendant le stage, vous allez tellement bien être accompagné et tellement bien suivi que si l'enfant vraiment commençait à diminuer, etc., vous saurez faire face. Vous n'aurez pas la même peur que maintenant, peut-être que vous pouvez peut-être ressentir. Et évidemment, il est possible, après, vous nous réécrivez et on voit avec l'équipe médicale si on rouvre le ticket ou si vous avez besoin d'un aftercare, par exemple. Ça dépend. Notre fille a déjà fait un séjour d'aide au Château des Côtes et c'est ce qui s'était passé. Alors, je peux vous dire que la dernière fois au stage, il y a aussi, l'avant-dernier stage, pardon, il y a une famille qui était venue aussi, le Château des Côtes. Qui avait fait et ils repartent maintenant avec un enfant sevré et avec par exemple aussi cette boîte à outils remplie et donc
Et donc, non, vous inquiétez pas. Si vous venez chez nous, je peux vous garantir que vous allez repartir avec plein de conseils, plein d'astuces pour, au cas où cette phase devait revenir, vous saurez faire face. Et de toute façon, on est là au cas où vous avez besoin. Après, vous pouvez toujours nous écrire et on se fera un plaisir de vous accompagner de nouveau. D'accord? Bien, je vois que je n'ai plus de réponse. D'accord, merci. Eh ben, avec plaisir. Il n'y a plus de questions. Alors, Sabine avait mis mon adresse mail dans le chat. Je vois est-ce qu'il y avait des choses? Non. Dans le chat. Merci Mélanie. Vous pouvez toujours m'écrire, hein. Sabine tu peux remettre mon adresse mail au cas où, Sabine, maintenant, là que vous puissiez la voir. Enfin, valérie.sulzer@notube.com, @notube.com. Vous pouvez toujours, Sabine vous l'a écrit là, m'écrire. Il y a aussi la possibilité d'avoir un entretien individuel, d'accord? Vous pouvez aussi commencer le prédiagnostic et puis donc vous m'écrivez au moment où vous avez confirmé votre mail, votre adresse mail pour que je puisse activer votre accès gratuit. Et puis voilà. En fait, voyez, tout le monde est là avec plaisir. Et voyez, je pensais être toute seule ce soir. Et après, j'ai le grand plaisir d'être accompagnée par Mélanie et par Sabine. Donc, merci beaucoup à mes deux super collègues. Et vous verrez que voilà, il y a une maman une fois qui a dit à Notube, c'est pas ce qu'ils savent faire, en fait, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qui fait la différence. C'est vrai qu'on est une équipe très soudée, on travaille depuis très longtemps ensemble et chacune est très spécialisée dans son travail et toute notre équipe est vraiment spécialisée pour les troubles alimentaires et voilà, on se fera un plaisir d'aider vos enfants à améliorer leur situation alimentaire. Voilà. Bah, je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose, les filles et Sabine? Tu voulais dire quelque chose? Oh, merci aussi de ma côté. Et j'espère que c'était intéressant pour vous. Et n'hésitez pas d'écrire Valérie un email, de faire une évaluation gratuite. J'ai mis le link pour l'évaluation gratuite dans le chat. Merci beaucoup. Donc voilà, si vous cliquez sur le lien, vous pouvez avoir ça. Et puis si vous commencez le prédiagnostic, écrivez-moi pour activer ça. Donc merci beaucoup. Merci Mélanie. Vielen Dank. Donc Mélanie ne comprend malheureusement. Merci beaucoup Marie pour cette gentille phrase. C'est moi qui vous remercie. Et puis je suis là. Même si je ne suis pas là devant vos écrans, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis je vous dis peut-être à bientôt à Graz. Voilà, parce que je serai très très heureuse de vous voir à Graz. D'accord? Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.